Cabreton Rugby. Donc je laisse la parole à Fabien Galtier et Raphaël Ibanez pour l'annonce des 23 joueurs du match France-Australie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette dernière conférence de presse officielle dans le clubhouse très attachant de Cabreton pour vous présenter donc cette quatrième et dernière confrontation lors de nos matchs de préparation face à l'Australie dimanche au Stade de France. Un match qui revêt quand même un caractère très particulier puisque c'est pour le 15 de France le retour au Stade de France. Hier, nous avons reçu des informations concernant l'engouement que suscitait ce match de préparation. On pense vraiment que c'est du jamais vu, hein, c'est une première, puisque on peut s'attendre à une assistance remarquable. Le stade sera plein, ce qui peut nous donner quand même une certaine idée de l'engouement et de l'attente quand même autour du 15 de France, autour de notre équipe, et en même temps certainement un avant-goût de ce qu'on peut imaginer se préparer pour le 8 septembre. Donc, ceci dit, ben voilà la présentation et la composition de l'équipe qui va être annoncée par Fabien. Merci Raphaël. Je vous annonce donc la composition d'équipe pour dimanche face à l'Australie. Jean-Baptiste Gros, à gauche, pilier. Julien Marchand au talon, associé à Winnie Antonio à droite. En seconde ligne, Thibaut Flamand, associé à Paul Villemc. En troisième ligne, François Cross, Charles Olivon, troisième ligne centre, Grégory Aldrit. La charnière, Antoine Dupont qui sera capitaine, associé à Mathieu Jalibert. Jonathan Danty, Gaël Ficou au centre. Aux ailes, Gabin Villiers, Damien Penaud. À l'arrière, Thomas Ramos. Les finisseurs, Peato Movaca, Sébastien Taufifenois, Dorian Aldeguerri, Romain Taufifenois, Cameron Woki, Paul Boudéan, Baptiste Couillou et Melvin Jaminet. Pour les questions, merci de bien vouloir lever la main, vous présenter ainsi que le nom de votre média. Merci. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, MC Sport. Est-ce que vous voyez ce match de dimanche, on sera à 12 jours du match d'ouverture, comme une répétition générale, que ce soit, vous en avez parlé au niveau du public, mais aussi au niveau de votre composition d'équipe? C'est le quatrième match de préparation, donc on est encore dans notre mois de préparation avec un focus sur les matchs. Donc ça nous a obligés à enchaîner, on va dire, Écosse, préparation des Fidji, préparation de l'Australie. Donc ça nous donne un rythme, à la fois le staff, à la fois les joueurs, d'enchaînement, avec des nations qui sont classées dans les 10 meilleures mondiales. On est toujours, en fait, dans cette période de préparation. Vous l'avez dit, la Coupe du Monde elle commence 12 jours plus tard, avec un rassemblement une semaine avant à Saint-Cloud. On est focus sur ce match et l'équipe qu'on a alignée, c'est une équipe qui, en lissant en fait les temps de jeu, nous permet d'amener, développer l'expérience collective, préparer un maximum de joueurs à l'épreuve qui nous attend et lisser aujourd'hui le maximum les joueurs qui rentrent sur le terrain, le maximum. On est à 160 minutes et peu de joueurs dépasseront 200 minutes de temps de jeu. Voilà. Donc on est dans ce qu'on avait envisagé, à quelques exceptions près, parce qu'il y a les aléas de ce jeu, mais on est dans ce qu'on avait préparé. C'est-à-dire enchaîner 4 matchs de préparation. Puis après, on basculera sur la compétition. Bonjour messieurs. Une question concernant Mathieu Jalibert. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est clairement votre numéro 1 au poste? Est-ce qu'à 12 jours de la Coupe du Monde, c'est pas important de l'installer dans ce rôle
sans question. Et qu'est-ce que vous attendez de lui tout particulièrement? Voilà, merci. Aujourd'hui, il est numéro 10, donc il n'est pas numéro 1, il est numéro 10. Il joue à l'ouverture. Donc ça, c'est déjà, il ne joue pas pilier gauche, il joue à l'ouverture. Ensuite, Mathieu Jalibert, ça fait 4 ans qu'il voyage avec nous, donc, et qu'il joue avec nous. Il a presque 30 sélections. Je considère que l'approche de la 30e sélection, c'est vraiment un cap. Donc Mathieu est en train de passer un cap dans sa croissance, dans son expérience individuelle, expérience collective. Il est intéressant aussi de voir son parcours parce qu'il a dû traverser bien des moments très heureux, des moments plus complexes liés à la performance, mais liés aussi à la blessure, des moments de vie aussi en club, ça fait partie de la maturité. Mathieu est encore un joueur jeune, mais qui s'approche de la maturité internationale et sur lequel on a toujours compté depuis 4 ans. Et il n'y a pas de discussion sur son potentiel, sur sa capacité à assumer le poste numéro 10 aujourd'hui avant d'affronter l'Australie. Pour la suite, la composition d'équipe avant la Nouvelle-Zélande, on vous l'annoncera comme d'habitude. Bonjour messieurs, Romain Baheux, Le Parisien. La dernière fois qu'il y a eu une sortie de l'équipe dite type, vous avez eu 2 blessés assez importants. Est-ce que là, c'est aussi quelque chose qui vous taraude un petit peu? On voit qu'il y a Sébastien Taufifenua sur le banc de touche. Est-ce que c'est un point que vous gardez en tête? Ça a déjà été évoqué, je crois qu'il y a un débat et on l'entend bien sûr. D'abord, si on doit parler des blessures, eh bien, on est très déçus. On ne va pas revenir dessus sur malheureusement les forfaits pour blessures. Le rugby, c'est un sport de combat, c'est un sport où on sait qu'on peut se blesser à l'entraînement, on peut se blesser à l'échauffement, on peut se blesser en match, sur des matchs très intenses, comme sur des matchs peu intenses. Si on prend l'exemple par exemple du week-end dernier, le match de Fidji en termes de player load slow, c'est une mesure qu'on a sur l'intensité du combat. On est monté à des niveaux rarement rencontrés depuis notre mandat de 4 années. Et on finit sans blesser. Donc il y a une sorte de question permanente et d'incertitude liée à la blessure, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, il faut jouer, il faut se préparer. Je ne reprendrai pas les expressions de Thibaut Giroud, mais qui sont très imagées, qui a raconté un petit peu sa façon de voir les choses, mais on est tous alignés là-dessus. Moi, je vais vous raconter en fait comment on a construit pourquoi nous avons choisi d'enchaîner un mois de match préparation. Dans les années 92, 13, 14, Pierre Berbizier était sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Il existait encore ce qu'on appelait les tournées. Donc les tournées, c'était vous enchaîniez des matchs quasiment tous les 3 jours. Mercredi, samedi. Et souvent, le 7e match, c'était le test match, qui arrivait souvent la 5e semaine. Et en 92, la tournée a été difficile au début. On a perdu des matchs de province et on a battu l'Argentine sur les 2 test matchs. En Afrique du Sud, ça a été la même chose, un an plus tard. Et en Nouvelle-Zélande, ça a été la même chose. Défaite face au Canada, avant de partir, enfin sur le voyage. Une série de matchs difficiles de province et puis 2 victoires face aux Néo-Zélandais. L'enseignement, il est que une équipe, elle a besoin de jouer. Elle a besoin de jouer. L'entraînement ne remplace pas le match. Et voilà la vision que je peux partager avec vous. Bien sûr, on peut entendre que ceux qui annoncent qu'il ne faut pas jouer. Aujourd'hui, quand on part en tournée, on n'a pas de match de préparation. Et comme par hasard, les performances des équipes de France en tournée, pour d'autres raisons aussi, un calendrier plus complexe, mais aussi parce qu'il n'y a pas de match de tournée classique face aux provinces, ils sont moins successful, on va dire. Je peux vous donner un autre exemple. En tant qu'entraîneur du Stade français, en saison 2004-2005, on fait 2 finales avec le Stade français, on perd les 2 finales aux prolongations. Donc on fait en fait pas loin de 45 matchs dans la saison et on finit très tard et on démarre très tôt. Et je prends l'option de ne pas faire de matchs amicaux et d'attaquer directement le premier match à Narbonne. Bon, c'est une défaite à Narbonne et l'équipe a été en difficulté pendant 6 matchs avec des blessés, pendant ces matchs-là parce que l'équipe n'était pas prête en fait. Voilà comment je peux argumenter le plus simplement possible et
et avec les leçons de l'expérience, qui n'est clair que celui qui l'apporte, bien évidemment, mais voilà. Bonjour messieurs, Jeff Patureau de l'équipe. Question pour Fabien concernant Paul Willemse qui a une prépa un peu perturbée à cause de sa cuisse et des ischios. La semaine dernière, il est titulaire. Qu'est-ce que tu en as pensé de sa production et qu'est-ce que tu attends de lui encore? Merci. Je trouve qu'il a fait un bon match face aux Fidji dans une équipe qui avait, comme je vous l'avais dit, c'était une équipe qui avait peu de sélection, mais qui avait peu d'expérience collective, on va dire, en nombre de matchs, mais par contre qui avait un gros vécu collectif sur les tournées depuis l'Australie. Donc déjà, cette victoire face aux Fidji, c'est la victoire de la méthode, une fois de plus. Et quand je vous dis, ça fait 4 ans qu'on travaille, cette victoire face aux Fidji, elle récompense les 4 années de travail et de cohérence en ce qu'on fait. Ensuite, au milieu, il y avait Paul Willemse, qu'on accompagne et qui a eu une saison difficile. Et me semble-t-il, évidemment, c'est les matchs qui vont nous expliquer, qui vont nous donner tort ou raison. Il a fait un bon match face aux Fidji. Et me semble-t-il, il peut continuer à élever son niveau de rugby. En tout cas, il était là où on l'attendait. Voilà. Mais nous savons très bien que ce dernier match de préparation et puis après la rentrée dans la compétition, ça sera une autre histoire. On va basculer dans une autre dimension. Mais pour le moment, on reste sur la dimension match de préparation. Pierre Robin, Canal+. 2 questions en une. Déjà, comment ça s'est passé cette semaine avec les réservistes qui ont quitté le groupe? Comment ils vous ont aidé à préparer ce match face à l'Australie? Et ensuite, ma deuxième question, ça va être peut-être la première fois que vous vous retrouvez à 33 pendant la Coupe du Monde, ce qui risque de quand même pas mal changer vos méthodes d'entraînement. Comment vous allez appréhender ça? Peut-être que je peux me permettre de répondre à la première question, et Fabien enchaînera avec la seconde, mais sur la question du groupe, en fait, je crois que, évidemment, il y a eu un passage obligé avec l'annonce en interne donc, des 33 pour répondre à la demande officielle de World Rugby. Le temps aussi pour les joueurs de digérer cette annonce, et notamment pour ceux qui rejoindront leur club, et ce qui a été fait depuis hier soir. Et puis ensuite une journée off, et ensuite on a repris le chemin de l'entraînement. Et lorsqu'on a repris le chemin de l'entraînement, franchement, on n'a à aucun moment eu le moindre doute sur la capacité de ces joueurs à s'engager pour le groupe France. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un groupe de 42 qui est totalement engagé pour gagner la Coupe du Monde, pour la jouer cette Coupe du Monde. Et c'est ce qu'ils nous ont démontré, et c'est ce qui nous a non pas rassurés, mais on n'avait aucun doute sur leur capacité à s'investir avec l'ensemble du groupe. Donc en fait, ça s'est retrouvé même de manière très concrète sur l'entraînement de hier, mercredi, dans des conditions solides, hein, vu les conditions atmosphériques que vous connaissez ici. Eh bien, en fait, les joueurs qui étaient donc destinés à malheureusement quitter le groupe dès hier soir, eh bien, ont tout donné. Ont tout donné pour l'équipe et pour la cause. Donc ça, en fait, ça nous confirme, ça nous conforte dans cette idée que cette Coupe du Monde, ce sera à 42 pour aller loin. Pour aller loin. Et donc, la deuxième question. Le passage à 33, c'est une des premières fois sur le mode de fonctionnement, en fait, Oui, effectivement, à partir de maintenant, on va passer à 33. Donc c'est vrai qu'on a souvent travaillé 42 puis 28. Donc là, c'est une nouvelle forme de travail. Effectivement, ça va être une nouvelle version aussi de préparation pendant la compétition qui va nous amener à modifier le contenu de nos semaines d'entraînement, de nos semaines avant match, ce qui est déjà programmé, ce qui a déjà été envisagé, ce qui est déjà entre guillemets organisé. Bonjour à tous les deux, Yanis Guillou de Midi Olympique. Je voulais poser une question au sujet de Sébastien Taofenois, qui est le seul non sélectionné pour la Coupe du Monde à participer au match contre l'Australie. Il est arrivé tard dans la préparation aussi. Donc pourquoi ce choix, et est-ce que vous n'avez pas peur que le fait qu'il n'ait pas fait la même préparation que les autres puisse l'handicaper pour le match? Sébastien faisait partie d'un groupe de 26 joueurs que nous avons sélectionnés, convoqués mi-juin.
la semaine des demi-finales, où on avait convoqué les joueurs, un groupe de 23 joueurs plus 3 joueurs blessés pour s'entraîner à vivre une semaine de Coupe du Monde. Donc il y avait des joueurs qui étaient éliminés des phases finales et des barrages. Et Sébastien en faisait partie. Donc il a travaillé une semaine avec d'autres joueurs pour toucher du doigt en fait ce qu'on allait demander dans la préparation. Et ensuite il est parti en club et il s'est préparé, bien sûr avec son club, avec cette idée que tout pouvait arriver et qu'il pouvait être convoqué. Et effectivement, on a eu besoin de lui. Donc rapidement la semaine dernière, j'ai échangé avec son manager. Il était sur la feuille de match. Il a fait son match et il nous a rejoint dimanche. Donc là, il vit une semaine de préparation avec nous. Honnêtement, j'ai pas senti le joueur, on va dire, en difficulté globalement. Il est clair que il n'a pas les 2 mois de vie en communauté, mais il avait déjà goûté à la semaine précédente. On l'avait préparé et on était resté en contact avec lui. On le suivait, on suivait son manager. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on avait préparé. On imaginait que sur les matchs de préparation, notamment le dernier, on pouvait avoir cette exception-là, ou quelques exceptions autour de certains joueurs, sur des cas particuliers, qui nous permettaient de ventiler et de lisser un peu mieux les temps effectifs de jeu de chaque joueur. C'est pour ça que, d'ailleurs, Sébastien, je n'ai pas non plus, j'ai pas cité son club formateur parce que c'est pas sa première sélection, c'est sa 3e sélection. Il a un vécu sur le mandat précédent, mais il a un vécu. Il a touché déjà le niveau international. C'est l'occasion de remercier son club formateur, le club des Chirolles en Isère. Hein. Donc déjà, puisque même s'il a 3 sélections, c'est la première fois qu'il vient avec nous. Donc remercions ses éducateurs et ce club et tous les bénévoles qui l'ont accompagné et qui ont permis d'arriver aujourd'hui à porter le maillot de l'équipe de France. Ça, c'est aussi l'occasion de revenir sur son histoire particulière. Et puis ce qui est bien aussi, c'est pas comme ça qu'on fait les compositions d'équipe, mais on peut voir que, eh bien, il va partager ce moment avec son frère. Donc je pense bien sûr à leur famille qui va être, je pense, j'imagine, très présente dans la préparation et dans l'accompagnement de la performance de ces 2 joueurs-là. Bonjour messieurs, Nicolas Macanali de l'AFP. La fin de semaine dernière a été marquée par une incertitude autour de la tenue du match. Est-ce que ça vous a inquiété et comment vous avez réagi face à l'ultimatum australien ? Pour être honnête avec vous, en fait, je vais vous raconter l'histoire de ce match, en fait. On est parti en tournée en Australie il y a maintenant, c'était tournée 2021, je crois. Et en fait, au départ, cette tournée ne devait pas se jouer. Mais le directeur général, dans les bonnes relations qu'il avait avec notre président de l'époque, qui était Bernard Laporte, nous a demandé de venir disputer 3 matchs parce qu'ils avaient besoin de recettes et ils avaient besoin de droits télé. Donc nous, ça a été long à organiser parce qu'il fallait un certain nombre de vaccins aussi, il fallait la dose, la 2e dose, la 3e dose. Il fallait accepter aussi de vivre sous cloche pendant quasiment 20 jours. C'est-à-dire on est arrivé à Sydney, on est arrivé dans un aéroport où on nous a contrôlés de manière très précise. On nous a mis dans des bus avec la police, on nous a déposés dans un hôtel, on nous a enfermés dans un hôtel pendant 20 jours. On n'a vu personne pendant 20 jours. On avait un centre d'entraînement qui était, on va dire, très vétuste, mais adapté à la crise qui se jouait à ce moment-là. On avait à peu près 1 heure de route pour aller s'entraîner dans un stade qui était ouvert et on croisait personne. Ça a été vraiment 20 jours très très difficiles à vivre. Et ensuite on est sorti de la cloche et on a joué 3 matchs en 10 jours. À Brisbane, à Melbourne, à Brisbane. Un match, 6 jours, un match, 4 jours. Et le deal en fait c'était ok, on fait ça pour votre fédération, mais vous, dans la préparation des matchs, on a besoin de matchs amicaux avec vous. Et donc le deal, c'était un gentleman agreement qui s'était passé, en tout cas sur un plan sportif, entre la direction sportive australienne de l'époque et nous. Et donc je suis très surpris par cette, entre guillemets, mini-crise ou mini-tension autour de ce match, parce que c'était vraiment un échange entre les 2 fédérations de bons procédés. Voilà.
Et d'ailleurs, ça leur a permis de faire trois stades pleins, des droits télé, et c'était un moment où la fédération australienne, comme toutes les fédérations, souffrait de l'arrêt des compétitions. Donc, voilà, ouais, si je peux me permettre, je ne parlais pas de l'aspect politique, mais ça c'est l'aspect sportif. Dernière question. Messieurs, un mot sur cette équipe australienne, qui est une équipe historique, hein, que vous connaissez bien, vous, de par vos carrières et maintenant, mais qui a vécu des derniers mois un peu chaotiques avec un changement d'entraîneur. On imagine que sur vos plans de l'Écosse, Fidji, Australie, les profils d'équipes que vous affrontez, ça doit jouer pour le mondial. Qu'est-ce que justement vous attendez de ça, et est-ce que ça doit se rapprocher de la Nouvelle-Zélande dans votre affrontement dimanche? Parler de l'Australie, en fait, c'est parler d'une équipe, voire même d'une nation qui est totalement investie dans le sport, quoi, qui a cet amour de la discipline sportive de haut niveau. Et le rugby à 15, là-bas, est en concurrence avec d'autres disciplines. Et en fait, il a besoin d'exister. Et c'est vrai que les résultats récents, en fait, ne plaident pas en faveur du 15 australien. Mais il ne faudrait pas oublier une chose, et leur classement aussi au niveau mondial s'en ressent. Mais il ne faudrait pas oublier une chose, en fait, c'est qu'ils ont en eux quand même cette culture du sport. Et ce qui est toujours très caractéristique des Australiens, c'est leur niveau de finesse, c'est leur capacité physique, leur capacité athlétique même, je dirais. Et vous le verrez, sans doute, aucun doute là-dessus, dimanche, on aura face à nous des joueurs qui seront prêts physiquement, qui seront adaptés pour le très haut niveau et qui vont nous imposer un défi sur la ligne de front qui va être terrible, terrible. Donc, à nous de bien nous préparer en conséquence. C'est vrai qu'ils ont eu pas mal de changements à la tête de l'équipe nationale, avec un sélectionneur que vous connaissez, qui arrive avec sa culture, qui arrive aussi avec son savoir-faire, son expérience, qu'il a renforcé en Angleterre. Mais c'est comme en fait s'il est rentré à nouveau maintenant au pays. Et donc, on sent quelqu'un de très investi pour la cause et pour défendre cette jeune équipe. En témoigne a priori la dernière conférence de presse un peu houleuse avec ses compatriotes. Voilà. Mais ça, en fait, ça illustre tout simplement cette volonté chez lui de défendre un groupe très jeune, très athlétique, et qui est à la recherche de son rugby. Voilà. Et c'est une équipe qui, de toute façon, saura sur le match imposer du rythme, imposer ce côté athlétique, avec des circuits aussi, des circuits offensifs qui sont bien établis, c'est un rugby très structuré. Donc en fait, on a envie de dire que c'est finalement l'opposition la plus sérieuse et la plus athlétique que l'on pouvait imaginer avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet pour la compétition qui nous attend. Merci à tous, c'est donc la fin de cette conférence de presse. Merci.